finalement. On s'y habitue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie pour notre dernière émission avant l'été. Merci donc à tous ceux qui nous suivent, à tous nos fidèles auditeurs, qu'ils soient en FM, en vidéo live ou pas en web radio, par Internet. Et surtout, merci à tous nos invités de venir en direct pour s'exprimer. D'ailleurs, aujourd'hui, une belle brochette d'invités. Vous allez voir, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler culture. On va dévoiler le programme de la ville d'Enghien pour le futur et cet automne en particulier. On va aussi parler un petit peu de commerce, des métiers du commerce, comment allier plaisir et besoin. On va parler bien sûr culture aussi. Et puis nous allons parler innovation, digitalisation. Et puis enfin, nous allons vous faire découvrir une nouvelle start-up pour développer l'attractivité des commerçants. Et pour cela, j'accueille tout de suite Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Philippe Sueur, vous êtes maire de la ville d'Enghien-les-Bains et vous êtes aussi le premier vice-président du conseil départemental. Donc, vous êtes accompagné de Dominique Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Enghien et aussi le directeur du Centre des Arts et le directeur de la culture. Donc, avec vous deux, on va principalement parler de la culture à Enghien-les-Bains. À nos côtés, Jérôme Krajewicz. Bonjour. Bonjour. Vous faites du conseil en formation commerciale et avec vous, on va parler de fidélisation de clients. Être heureux pour rendre heureux, ça va être un de nos sujets. Finalement, on va allier plaisir et travail et besoin. On va parler de tout ça ensemble. À nos côtés, Mathieu Hamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Innovation is Everywhere. C'est une agence de conseil qui fait de l'innovation et de la transformation digitale. Et vous êtes installé dans 3 villes dans le monde et vous avez une méthode particulière. Et c'est ça qu'on va faire découvrir à nos auditeurs. Et puis enfin, bien sûr, notre start-up du jour. Et aujourd'hui, c'est Laurent Denef. Bonjour. Vous êtes cofondateur de CityLike, une solution digitale pour développer l'attractivité des centres-villes. Et on va voir comment fonctionne votre solution digitale, justement votre plateforme, votre marketplace, comme on dit maintenant. Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos du jour. Alors la première, c'est le Val d'Oise, une chance, les entreprises s'engagent. C'est le slogan de la Directe du Val d'Oise qui a multiplié les actions économiques cette année pour l'emploi et pour développer la découverte de l'entreprise auprès des jeunes. Tout d'abord, des stagiaires de 3e ont été accueillis par des entreprises issues des quartiers politiques de la ville en association avec le MEDEF, le MEVO et la CPME. L'alternance et l'apprentissage ont été développés en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, la CMA, le CFA des orphelins d'Auteuil. Les contrats de professionnalisation ont été portés par les entreprises Macdum, Duchot et Novelty. Le plan d'action BTP par la FFB, la Fédération du bâtiment bien sûr, la SVOETP et l'entreprise ACP Thermique. La mobilisation du réseau des réseaux par F2E95, la mobilité transnationale vers l'Europe par le groupe VWFS et le MEDEF-MEVO, la valorisation du patrimoine économique et le capital humain des entreprises par l'opération Ouvre-moi ta boîte avec l'entreprise Cefival et bien sûr notre radio et bien sûr notre émission, vous l'avez entendu, le 7 juin. Et enfin, un nouveau plan pour accompagner les personnes habitant dans les territoires les plus fragiles, le pacte, ça s'appelle le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, qui a été signé lundi par monsieur le préfet à l'égalité des chances avec 2 entreprises et justement qui sont Céobus, signataire de la charte entreprises et quartiers, et Showroom privé pour des emplois francs. Et justement, je vous propose d'écouter mon interview du préfet à l'égalité des chances qui est arrivé il y a 6 mois en Val d'Oise, Sébastien Jallet. Économique. L'économie est en croissance de 1,6% sur 2018, de 2,3% en 2019. Et sur le premier trimestre 2019, on enregistre une croissance de 0,3 points, ce qui nous met sur un chemin annuel à 1,3. C'est une croissance qui est donc dynamique depuis 3 ans, qui crée de l'emploi, qui permet de faire refluer le chômage. L'enjeu, c'est que cette croissance soit inclusive et s'adresse à tous, notamment à ceux qui sont les plus fragiles parmi nos concitoyens. On pense très directement aux habitants de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de l'île, les quartiers défavorisés.
1500 quartiers à l'échelle du pays et 41 dans le Val d'Oise. Ça représente 207 000 habitants du Val d'Oise, une personne sur 6 qui habite dans ces quartiers prioritaires. Dans ces territoires, on est confronté à un taux de chômage qui est très élevé, à près de 25% en moyenne, c'est-à-dire 2 fois et demi la moyenne du pays, à un taux de pauvreté qui est également très élevé, à 42%, c'est 3 fois la moyenne du pays. Et en même temps, ce sont des territoires qui comportent beaucoup de jeunes. On a dans ces territoires 10% des jeunes de France qui habitent ces quartiers. Et donc il y a un enjeu pour l'ensemble du pays. Est-ce que ces quartiers de la politique de la ville bénéficient de la croissance économique du pays? Est-ce que le chômage puisse reculer? Et est-ce que les jeunes et les moins jeunes accèdent à l'emploi ou à la qualification? C'est bien l'objet de l'initiative lancée par le président de la République en juillet 2018. La France, une chance, les entreprises s'engagent. Proposer à tous les acteurs économiques, aux entreprises, les grandes comme les moins grandes, de prendre des engagements concrets, pragmatiques, effectifs, pour que dans ces territoires de la politique de la ville, l'insertion professionnelle, la cohésion sociale deviennent des valeurs tangibles. Alors vous avez dit également tout à l'heure que le Val d'Oise est donc le deuxième département le plus jeune de l'Île-de-France et pourtant, finalement, au niveau de l'emploi, c'est le dernier. Pourquoi ? Alors nous avons à l'échelle de la région Île-de-France des particularités dans le Val d'Oise. Nous sommes effectivement un département qui est jeune. C'est le plus jeune de la région Île-de-France et le plus jeune de France métropolitaine, le Val d'Oise, en proportion de moins de 18 ans. C'est aussi un département qui accuse un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne francilienne. On est à 8,9% de taux de chômage début 2019 dans notre département, contre 7,6% en moyenne de l'Île-de-France. Et nous partageons avec la Seine-Saint-Denis ces particularismes-là. Alors cela tient à différents facteurs qui sont bien connus, entre la distance par rapport aux zones d'emploi, la difficulté des mobilités au sein de la région de France, parfois aussi le manque de qualification de nos actifs par rapport aux emplois proposés par les entreprises, et puis un retard qui a été pris depuis longtemps suite à la crise de 2008 qui a particulièrement atteint le secteur industriel dont notre département est porteur. Donc devant ce constat, l'important et l'urgence, c'est d'agir. C'est ce que le gouvernement et l'État font en réformant le marché du travail, en développant de nouveaux dispositifs tels que les emplois qui sont expérimentés depuis un an dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis, en mettant l'accent sur la formation, la qualification des demandeurs d'emploi et des jeunes, car il y a des emplois dans l'économie. Nous voici, donc vous avez entendu le préfet à l'égalité des chances, Sébastien Jallet. Philippe Sueur, vous voulez réagir? Oui, volontiers. Oui, puisque c'est une question qui est au cœur de la délégation que je reçois pour le département du Val d'Oise, donc les affaires économiques et surtout l'attractivité du territoire. Et nous réjouissons de constater que la DIREC travaille très très bien. Là, je salue toujours le travail de la DIREC du Val d'Oise, donc de sa délégation au département du Val d'Oise, puisque c'est une direction régionale. Vraiment, c'est un excellent travail. L'engagement des entreprises du Val d'Oise et les réseaux, vous avez cité le MEVO, entre autres, la Chambre de commerce, mais il y a une centaine de réseaux en Val d'Oise, ils sont tous très dynamiques et engagés. J'entendais les propos du préfet à l'égalité des chances sur un département effectivement le plus jeune de France, avec des fractures, je reprends ce vieux mot que Chirac avait utilisé il y a bientôt 40 ans, de fractures sociales importantes. Mais la mobilité est une des causes. Bon, certes, parce que nous avons pourtant d'assez bons réseaux de transport, mais ils ne correspondent pas forcément à l'irrigation des zones d'emploi. Mais il y a deux mots, en quelque sorte. Le mal de la formation. Le préfet a utilisé le mot de qualification. Là, je suis désolé. Le Val d'Oise est en retard. La formation professionnelle en Val d'Oise, par notamment l'État, n'est plus en adéquation aux besoins. Nous avons en Val d'Oise un tissu industriel exceptionnel, de très grande qualité, dans l'aéronautique, dans la mécanique, dans l'automobile.
Quand nous pensons que nous avons, je vais citer, puisque je viens d'évoquer l'aéronautique, c'est Dassault avec l'assemblage d'une grande partie du Rafale sur Argenteuil, bientôt sur Cergy, c'est Airbus Hélicoptère, c'est Falcom Service, c'est Safran, c'est Helios, Air France Industrie, c'est énorme. Derrière, c'est une nébuleuse de PMI qui sont d'une qualité. J'ai fait le tour, puisque c'était notre rôle, le CEVO, nous avions un stand au Salon du Bourget, nous avons rencontré des dizaines d'industriels de Val d'Oise, ils n'ont qu'un seul mot, ils veulent recruter, ils n'ont pas les jeunes gens formés pour entrer dans leur industrie, dans leur entreprise. Alors faut-il faire, comme on l'a fait il y a des décennies, pour l'industrie automobile et le cycle, former à l'intérieur même de la branche industrielle? Je crois que oui. L'aéronautique est en train de le faire, mais c'est bien là encore une fois le constat d'une carence, de non-adaptation de la formation professionnelle par l'État. Il nous manque un BTS d'aéronautique en Val d'Oise. Il est à Saclay. Comment voulez-vous qu'un jeune du secteur de Roissy puisse y aller dans de bonnes conditions et se former en 2 ans? Voilà, c'est ça cette carence. La formation professionnelle. Et il y a un deuxième mal. Je pense qu'il y a un problème qui est pris en compte et c'est celui de la capacité au savoir-être au travail. Au savoir-être au travail. Merci beaucoup Philippe Sueur pour le rappel de ces 2 points effectivement très importants. Deuxième info du jour, au cours du grand débat, 84% des personnes ayant répondu dans le département de l'Ain estiment que les bénéficiaires du RSA devraient effectuer des heures de bénévolat, piste ouverte d'ailleurs par le Premier ministre Édouard Philippe, car le département du Haut-Rhin l'a déjà fait depuis le 1er septembre 2017. Le département du Haut-Rhin propose le RSA bénévolat basé sur le volontariat. 14 000 foyers sont concernés dans le Haut-Rhin. Voir mes enfants fiers de leur maman, ça vaut tout, a déclaré une jeune femme qui fait partie des bénéficiaires du dispositif RSA bénévolat. Chaque semaine, le mardi et le vendredi, elle fait des heures de bénévolat dans une école maternelle à Colmar, en Alsace bien sûr, et ça me permet de reprendre confiance en moi et de raconter ma journée à mes enfants le soir, explique la jeune femme. Et bien maintenant, c'est au tour du conseil départemental de l'Aisne de voter le 24 juin dernier une mesure similaire. Les allocataires du RSA devront effectuer 35 heures d'activité bénévole par semaine. C'est proposer un contrat d'engagement réciproque qui existe déjà dans la plupart des départements, qui n'est pas suffisamment généralisé, a expliqué Nicolas Fricoteau, le président du conseil départemental de l'Aisne. Ces activités peuvent être passer le permis de conduire, une immersion dans une entreprise, des formations, du bénévolat, des travaux saisonniers, pourquoi pas même aider les pompiers. C'est tout ce qui peut amener l'allocataire vers l'emploi. Il s'agit d'un accompagnement individualisé. Il ne s'agit pas de conditionner l'obtention des minima sociaux à 35 heures de travail par semaine, a-t-il précisé. Formation, bénévolat, permis de conduire, telles sont une partie des activités proposées dans le département de l'Aisne. Que pensez-vous de ces initiatives, Philippe Sueur ? Je la pense excellente, même si elle va choquer beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a 2 raisons à cela. La première, c'est effectivement que l'assistance doit, qui est l'assistance de la solidarité nationale. Le RSA est un dispositif que l'État a mis en place, qui a succédé au RMI, mais il faut quand même rappeler qu'il est distribué par la CAF. En Val d'Oise, par exemple, nous comptons un peu plus de 32 000 bénéficiaires, avec une baisse. Mais qui abonde les caisses de la CAF? Les départements. C'est le Val d'Oise. Ça a été une des causes de la mise en difficulté, de la crise financière du département. L'État n'indemnisant pas à l'euro les versements du département. Alors, je pense que quand il y a de la solidarité, il faut aussi qu'il y ait ce geste, en quelque sorte, d'insertion et de compensation. Mais il y a une deuxième raison, je pense. C'est la dignité aussi de l'allocataire. Pour que ce complexe qui pourrait, qui pourrait être vécu par chacun, d'être un assisté. Eh bien, quand on fait du bénévolat, qu'on participe à une mission collective à différents niveaux, on retrouve aussi sa dignité. Et j'en profite
pour évoquer un dispositif que nous avons mis en place en Val d'Oise à l'initiative de l'IFAC Val d'Oise, il y a maintenant plus de 10 ans, qui se résume dans un mot qui est dynamique action. C'est une action de réinsertion pour des chômeurs de très longue durée, qui ont perdu en quelque sorte l'habitude au travail, qui n'arrivent plus à organiser leur journée, qui sont désorientés. Eh bien, nous pouvons, grâce donc à un financement du département, sur des bénéficiaires qui sont désignés par les services du département, nous les mettons donc sur des missions, qui sont des missions diverses de bénévolat, bien entendu, avec une rémunération qui n'est pas en argent, qui est en chèque service, suffisamment équilibrée pour ne pas faire perdre le bénéfice de la location principale elle-même. Eh bien, je peux vous dire que ces personnes retrouvent un sens à leur vie, réapprennent un horaire, réapprennent une organisation, et nous avons un taux de succès, d'inclusion qui dépasse 65, voire nous montons pour certaines périodes de l'année jusqu'à 80% de réinsertion. Merci d'avoir rappelé ces dispositifs. Il est sûr, c'est effectivement très important pour toutes ces personnes qui sont en chômage de longue durée. IFAC Val d'Oise. Autre info du jour, Ford va supprimer 12 000 emplois en Europe d'ici 2020 pour renouer avec la rentabilité. Le constructeur veut réduire ses coûts au vu de la stagnation de la demande et investir dans des voitures à faible émission, car côté investissement dans des voitures électriques autonomes ou connectées, Ford a pris du retard. D'ailleurs, il n'a même pas commencé. Alors avec cette annonce, l'action Ford a pris plus 2,62% hier à la bourse. Ford a déclaré qu'il fermerait 3 sites en Russie, un en France, celui de Blanquefort, et un autre au Pays de Galles. Le personnel sera aussi réduit dans ses usines de Valence en Espagne et aussi en Allemagne. Nous avons largement achevé les consultations avec les partenaires sociaux concernant les actions de restructuration, a déclaré Stuart Rowley, le président de Ford Europe, à Reuters. D'ici fin 2020, donc 12 000 emplois seront supprimés, mais ce sont essentiellement par des départs volontaires, a dit le patron du groupe européen. Ce vaste plan, il faut savoir que Ford emploie 51 000 personnes en Europe et 65 000 en intégrant les effectifs des co-entreprises. Le constructeur veut également tripler ses importations de voitures en Europe d'ici 2024, en y vendant notamment des Mustangs et des Explorers, dont un modèle électrique qu'il espère fin 2020. C'était la troisième info du jour. Quatrième info du jour, c'est BASF qui souhaite supprimer 6 000 emplois d'ici 2021. Au niveau mondial, l'entreprise emploie 122 000 personnes. Grâce à ces suppressions de postes, BASF espère économiser 300 millions d'euros par an. Le groupe compte notamment simplifier son organisation et augmenter l'efficacité de son administration, cette fois, dans le cadre d'un programme visant à dégager 2 milliards d'euros d'économies annuelles dès 2021 pour centraliser plusieurs services comme l'achat, les ressources humaines, la finance et la logistique. Voilà, nous voulons concentrer sur ces synergies et permettre plus de flexibilité à l'entreprise, a commenté Martin Bruden-Müller, le patron du groupe. Par contre, il a souligné qu'il souhaite continuer à engager des personnes, des salariés au niveau de la production. Voilà, c'était l'annonce de BASF hier qui donc annonce cette suppression de 6 000 emplois en Europe, mais 12 000 à travers le monde. Fin de notre visite au Salon du Bourget. Hier, je vous évoquais la France et le spatial. Eh bien, aujourd'hui, dans quel autre domaine, cette fois, l'Europe peut-elle capitaliser concernant le spatial ? Eh bien, bien entendu, en droit, car les enjeux juridiques et réglementaires que crée la mise en orbite de services sont majeurs. Les règles européennes en matière environnementale, commerciale ou encore protection des données sont en avance par rapport aux autres pays. On peut y ajouter la pollution lumineuse. L'Europe doit éviter que les règles ne soient fixées par d'autres, car le pays qui fixe les règles donne un avantage majeur aux entreprises qui s'y développent. Total pourrait aussi devenir leader mondial des stations de service en orbite et Veolia, le premier éboueur de l'espace. Les startups aussi peuvent jouer un rôle. La française Spaceable se positionne exclusivement sur le marché porteur de la connaissance de l'environnement spatial et développe un mix technologique qui crée un nouveau marché, celui de la sécurisation et de l'optimisation du fonctionnement des constellations de satellites. Je vous ai expliqué hier à quoi cela servait, et donc de la protection de l'environnement spatial.
En novembre prochain, les membres de l'ESA se réunissent à Séville pour décider des projets prioritaires à financer sur les prochaines années. Ils font espérer que les services en orbite en feront partie. Voilà, et si ça vous intéresse, eh bien vous contactez Europe Space Valley, c'est à Toulouse, puisque c'est l'agence, le pôle de compétitivité dans l'aérospatial. Autre info du jour, comment dépolluer grâce aux mousses, un mur végétal pour réduire la pollution tout simplement. Saviez-vous qu'un immeuble de 3 étages recouvert de mousse dépollue l'environnement et cela équivaut à une forêt de 600 arbres. Ces mousses sont aussi capables d'avaler les particules fines. Eh bien, la société Green City Solutions, une start-up allemande, a lancé le projet City Tree. Il consiste en un mur végétal de 4 mètres de hauteur sur 3 mètres de largeur. À l'intérieur, on y trouve 60 cm d'épaisseur de mousse végétale. La mousse absorbe le CO2 et recrache ensuite de l'oxygène. Un projet qui a déjà vu le jour à Berlin, Oslo, Paris ou encore Bruxelles. Ce mur végétal est plus précisément composé de 1600 pots de mousse qui seraient capables de purifier autant d'air que ne le feraient 275 arbres. Et ce phénomène, qui va au-delà de la photosynthèse, s'explique par les bactéries qui se trouvent à la surface de la mousse. Une fois la pollution absorbée par ces bactéries, elle meurt et se transforme en source de nutriments pour la mousse. Alors Philippe Sueur, est-ce qu'on pourrait imaginer un mur ou un plus petit mur pour la ville d'Enghien? Bien sûr. Bien sûr, c'est une idée que j'ai caressée il y a déjà assez longtemps. Mais comme c'était il y a longtemps, la technique n'était pas suffisamment établie. Elle était plus décorative que efficiente, notamment depuis les premiers murs que Paris a connus, Mont-Blanc et quelques autres. J'y crois beaucoup parce que nous savons bien que déjà une terrasse végétalisée et bien, je dis bien entretenue peut absorber 1 kilo de poussière et de particules par mètre carré par an. Il faut pas l'oublier. Deuxièmement, nous avons dans la nature en fait tout. On a le poison et le contre-poison. Et les végétaux, effectivement, peuvent être absolument dépolluants. Enghien-les-Bains a fait un choix. Nous sommes aujourd'hui dans un gros chantier qui est la rénovation totale de la rive nord que nous appelons le quai Tabarly. Nous avons, aux grandes dames de quelques personnes, abattu tous les arbres et les vieux peupliers d'Italie qui étaient à 90% atteints, malades. Nous avons là des certificats phytosanitaires qui nous y invitaient. Et qu'est-ce que nous plantons? Nous plantons des aulnes. Des aulnes. C'est un très bel arbre qui a en plus des racines qui sont, qu'on appelle pivotantes, donc verticales, et qui est un arbre qui dépollue. C'est un arbre qui dépollue. Les Canadiens en mettent de plus en plus le long de leur cours d'eau, et nous avons fait ce choix pour être effectivement en accord avec l'environnement et la protection de l'environnement. Je n'exclus pas, parce que ça aussi, il faut qu'un maire anticipe et rêve un peu, il fasse rêver ses concitoyens. Nous avons très vite, là, nous relançons le projet du cœur de ville, et on voudrait s'inspirer d'une architecture, entre autres, pas tous les bâtiments, d'ailleurs il y aura beaucoup moins de bâtiments qu'on peut l'imaginer, ça sera plus un espace vert que construit. La Villa Verde de Turin, la Villa Verde, c'est un immeuble vert. Voilà. Alors, merci Philippe Sueur. Alors le mur dont je vous ai parlé, qui en un an il a absorbé environ 40 tonnes de gaz et de poussière et de particules fines et nécessite peu d'entretien car côté technique c'est un panneau solaire qui se charge de son arrosage. Il est équipé d'un récupérateur d'eau de pluie. Voilà pour la côté technologique. En ce moment... On va donc finir nos infos du jour par le petit conseil culturel de Léonard You pour sa chronique Culture. On est vendredi. Commence avec Paris et Ludique 2019. Le grand festival de jeux de plateau revient les 29 et 30 juin sur la pelouse de Reuilly. Vous pouvez venir profiter en famille ou entre amis du salon en plein air qui vous fera découvrir les meilleurs jeux de société ainsi que les grandes nouveautés du moment. On retrouve plus de 180 éditeurs de jeux tels que Asmodee, Lelo, Libellude ou encore Space Cowboys, ainsi que de nombreux petits indépendants. Les 2 hectares au cœur du 12e arrondissement attendent plus de 18 000 visiteurs, donc je vous invite à vous joindre à eux. On enchaîne ensuite avec le cinéma et Toy Story 4. La suite de la saga américaine sortie ce 26 juin et d'une durée d'1h40 raconte l'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas être dans la chambre de Bonnie et qui met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure, d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Réalisé par Josh Cooley, on retrouve les acteurs Jean-Philippe Puy-Martin, Richard Darbois ainsi que Pierre Ninet. On retrouve après Made in China, ce film français d'une durée d'1h28 raconte l'histoire de François, un jeune trentenaire d'origine asiatique,
qui n'a pas remis les pieds dans sa famille depuis près de 10 ans après une violente dispute avec son père. Mais il réalise qu'il va devoir renouer avec son passé et ses origines, mais le retour dans sa communauté ne va pas être si simple. Réalisé par Julien Abraham, on retrouve les acteurs Frédéric Shaw, Mehdi Sadoun ou encore Judith Bonnat. Et on termine ce flash avec une petite info LGBT. La Gay Pride, autrement dit la marche des fiertés, revient ce samedi 29 juin à Paris avec un défilé de 5,5 km entre Montparnasse et la République. Organisée par les associations et leurs bénévoles, elles assurent le bon fonctionnement de la manifestation. Cette dernière se lancera dès 14 h et vous pourrez retrouver l'ensemble du parcours sur le site sortiraparis.com. Voilà, ce sera tout pour ce flash. N'oubliez pas de supporter la Coupe du Monde féminine ce vendredi contre les USA et on se retrouve à très vite. C'est notre première pause musicale, une des rares de l'émission, une des rares pauses musicales de l'émission. Et après, on passe la parole à Dominique Roland. Enfin, à vous deux pour la culture à Enghien. C'est Dominique, voilà. C'est Dominique qui parle. Hein. Sinon, je parle tout le temps. Oui, mais il faut bien que tu parles à un moment donné, parce qu'après, c'est les autres invités qui vont parler. Donc, on interviendra. Ouais, Non. Je me doute que tu vas intervenir. De toute façon, vous allez voir, ça va être très intéressant. Ouais. Donc là, on passe... Ah, c'est Kool and the Gang. Donc là, on est en plein festival de jazz de la semaine prochaine. C'est le festival de jazz à Enghien la semaine prochaine, du 3 au 7 juillet. Et donc voilà pourquoi toute cette semaine et la semaine dernière, je passe du jazz. Plus, je crois, c'est ça, comment Oui, c'est les 20 ans. Ouais, oui. J'ai entendu à votre radio il n'y a pas si longtemps. J'ai fait une émission là-dessus avec Blandine Armelin. C'est ça que vous avez entendu? C'est elle. Ça va être énorme. Rien qu'avec Cover Queen, on a fait 17 000. 17 000, c'est un concert gratuit sur la scène du lac, sur le lac, qui est posé sur le lac. Donc comme c'est en plein air et tout est gratuit, 17 000 personnes. Il y a 30 concerts. C'est comme ça, comme ça qu'il faut fonctionner. Si les gens ne s'en rendent même plus compte. Mais si. Non, ils ne se rendent plus compte. Tout est indu. Ceux d'extérieur d'Enghien, mais les Enguénois, tout est dû. Bientôt les vacances. Bientôt les vacances, oui. La pause estivale. Ça fait bien 1 minute 30 là. Bah, oui, mais... Bon allez, faut y aller Philippe. Ça fait du bien. Ah, c'est bien. Dominique, on parle à l'automne. Vous vous rappelez des manifestations de là maintenant quand même? Il n'y en a plus maintenant, c'est fini. On parle de d'accord. Après le refrain, là, c'est bon. Allez, on y va. Voilà, c'était au bar de l'économie, c'était un avant-goût du festival de jazz qui démarre le 3 juillet jusqu'au 7, je vous rappelle, la semaine prochaine donc. Et là, c'était le groupe Kool and the Gang, que vous connaissez tous bien sûr, et qui sera sur scène à Enghien. Il faut venir au festival de jazz. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien-les-Bains, Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur de la culture, de Jérôme Krajewicz, conseil en formation commerciale, de Laurent Denef pour City Like et de Mathieu Hamel pour Innovation is Everywhere. Alors Dominique, il y a un beau programme de musique jazz la semaine prochaine, mais que va-t-il se passer cet automne? Qu'allez-vous nous annoncer et nous préparer pour nous divertir, pour notre loisir à partir du mois de septembre? Merci. Bon, ça va être très simple, c'est toujours la rentrée de septembre va être un grand moment puisque la programmation va s'articuler autour quand même de 440 séances de cinéma. 440 séances pour l'année à venir. Voilà, qui partent du mois de septembre au mois de juin 2020. Et puis, évidemment, avec plus de 50 séances qui sont dédiées pour collège au cinéma, pour lycée au cinéma, etc. Et puis, ces 32 spectacles, et avec la formule que nous avons inaugurée il y a déjà 1 an, c'est-à-dire les Music Corner, qui ouvrent un autre espace de convivialité, c'est-à-dire avec ce bar plutôt lunch, avec d'autres publics qui viennent plutôt en famille, c'était le cas hier,
Et nous allons, évidemment, ça augmente à la fois l'espace de concert, et en même temps, ça a d'autres formes, évidemment, de rencontres avec la culture et avec l'art. Effectivement, hier soir, j'y étais. C'est donc un moment très agréable. On boit un verre tout en écoutant de la musique. Et on voit qu'il y avait du multigénérationnel, des petits, et même des petits de 2 ans, jusqu'aux grands-parents. Ah, c'était extraordinaire. Voilà, avec surtout la jeune scène qui arrive avec, à la fois qui a... Des jeunes artistes sont promus, finalement. Qui arrivent avec, dans des nouveaux labels et avec évidemment une sensibilité qui reprend évidemment des thèmes de la pop. On retrouve beaucoup de sensibilités qui viennent pas d'aujourd'hui. On ne réinvente pas l'eau tiède, bien sûr, mais en même temps avec une couleur musicale, c'est-à-dire en y amenant de l'électro, et donc c'est un mélange qui est tout à fait, je dirais, qui est fédérateur, et surtout c'est ça dans le sens même de Music Corner, c'est-à-dire d'être intergénérationnel. Voilà. Donc 32 rendez-vous pour l'année à venir. Alors 32 rendez-vous, ça veut dire que nous parlons bien sûr des concerts, hein, donc avec des concerts qui vont nous faire parcourir le monde, puisqu'on va commencer très fort avec les meilleurs musiciens de jazz de Cuba qui sont donc en octobre avec quel comité. Alors des musiciens qui jouent avec Chucho Valdés, qui jouent avec les plus grands, mais qui sont la génération, ceux qui arrivent des 30-40 ans maintenant, qui sont les plus avancés des talents, et c'est les meilleurs parce que c'est exclusif en Anguien. C'est-à-dire que nous sommes certainement la seule scène la plus importante en France sur la musique cubaine. Et il y a un gros public qui est évidemment fidélisé depuis maintenant beaucoup d'années. Je dirais grâce à notre mère, parce que c'est en même temps une fidélité aussi à une culture qui n'a pas été en interruption, contrairement à d'autres musiques qu'on a vues, que ce soit caraïbes ou que ce soit latino-américaine, qui souvent, il y a des vagues vers le haut, et puis après il y a un reflux, et on n'entend plus parler. Là, il y a une espèce de constance, et avec une régénération. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que on ne va pas aujourd'hui inviter des personnes qui ont 90 ans. On a déjà connu ça avec la vague cubaine. Aujourd'hui, ce sont des jeunes générations qui arrivent avec beaucoup de talent. Et puis aussi, nous allons aborder avec Hidalgo Delgado, qui est sur le flamenco. Donc là, on va être plutôt côté toujours latin, mais vers l'Espagne, avec ce qu'on appelle duende hein, dans le flamenco, mais avec une couleur musicale qui va nous amener aussi l'accordéon, qui va nous amener les instruments à cordes, des instruments à vent, c'est-à-dire et la danse, parce que on ne peut pas dissocier dans le flamenco ce qu'est la musique et la danse. Et puis il y a des sujets aussi avec Sylvain Daniel, qui est un voisin, qui est sur Deuil-la-Barre pour ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs, qui est un artiste qui est plutôt discret, tellement bien que nous l'avons repéré, parce qu'il est venu il n'osait pas, il venait en tant que spectateur, et finalement il a une très belle carrière en France, et il a travaillé sur un sujet qui est Détroit, c'est-à-dire le monde avec des photographes, et il va faire un travail de recherche. Donc il y a des résidences également qui sont là, et puis Dafer Youssef qui nous si vous voulez, qui réincarne finalement le oud, vous savez, cet instrument que l'on trouve sur le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, mais surtout dans une couleur qui est à la fois musique du monde et à la fois jazz, c'est-à-dire avec une très belle exploration, une très belle couleur musicale. Donc ce sont des artistes qui sont plutôt avancés dans la musique. Et puis aussi le Quatuor du Bussy, que nos auditeurs connaissent donc bien. Donc là, on part dans le classique. Voilà, nous sommes là dans une partie classique, mais aussi avec des passages dans les musiques jazz. Voilà. Et puis également Hugh Coltman, qui nous amène plutôt sur... Hugh Coltman, qui est quand même très connu. Coltman, qui est sur à la fois un monde folk, un monde jazz, et toutes les couleurs sont représentées, et c'est dans le fond l'intérêt. Alors, évidemment, quand on parle de spectacle vivant, on pense aussi à la danse. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Avec de pointure, sans jeu de mots, bien sûr. C'est Angelin Presse-Blocage, vous savez, qui est à l'Opéra Paris, mais qui nous revient surtout avec le Lac des Cygnes, qui revisite le Lac des Cygnes, et surtout l'univers si vous voulez, de la Russie, dans le contexte de l'époque des tsars, et mais à une version qui est en même temps contemporaine. Alors, je dis ça pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'assister à un ballet Lac des Cygnes revisité par Angelin Presse-Blocage, et puis Vincent Dupont, qui est un chorégraphe qui lui s'intéresse à la fois
aux interactions avec les spectateurs. De plus en plus, les artistes, dans la programmation qui va être celle de la rentrée pour nos auditeurs, eh bien, tous les artistes qui sont invités s'intéressent aussi comment le spectateur devient aussi un acteur dans le spectacle, c'est-à-dire comment il peut être invité à interagir. Alors c'est vrai que notre expertise numérique, c'est-à-dire celle du Centre des Arts et de la ville d'Enghien-les-Bains, eh bien, joue à cet endroit un effet d'invitation du public. Eh bien, et lui, en l'occurrence, travaille avec des casques de réalité augmentée, travaille en même temps la chorégraphie, puis en même temps le spectateur est en immersion d'un côté de l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va être intéressant à découvrir. À découvrir, puisqu'il travaille avec les programmes sciences et arts, et ça va être un sujet intéressant. Il y a aussi, avec Vincent Dupont, il y a Alban Richard, qui est très connu, donc des très grands chorégraphes. Je résume parce qu'on ne peut pas faire un énoncé, je dirais, exhaustif, c'est pas l'enjeu. Savoir aussi qu'il y a des spectacles jeunes publics, donc c'est très important, parce qu'ils sont accessibles dès 3 ans. Là, vous avez eu une belle programmation cette année, donc l'année prochaine, vous la renforcez pour le jeune public? Voilà, avec plein les mirettes, on poursuit. Cette année, si vous voulez, ça représente à peu près 2000 foyers, si vous voulez, en Guénois, je veux dire, dans la participation. Et puis, avec 60% d'ailleurs de participation majoritaire de nos concitoyens d'Enghien-les-Bains, mais également je dirais, de Plaine-Vallée, de l'ensemble, et aussi du département. Des villes proches, donc. Des villes qui sont à proximité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le succès, c'est-à-dire un petit peu, les enfants prennent par la main leurs parents pour les amener au spectacle. Ça, c'est un élément aussi qui fait partie de notre ADN, c'est-à-dire l'envie d'être dans un moment partagé et pas dans un moment séparé. Ça, c'est aussi un sujet qui est intéressant. Et puis, il y a 3 festivals. Donc, il y a, bien sûr, il y a le retour des bains numériques, mais qui va un petit peu faire peau neuve, en quelque sorte, qui va se renouveler, en quelque sorte. Et puis, le Paris Image Digital Summit, qui arrive là, ça, c'est janvier. Oui, de janvier jusqu'au 1er février. Et là, nous avons à la fois un renforcement des masterclass. Vous savez que nous sommes le premier événement en France sur la création des effets visuels, sur les effets spéciaux. Donc des métiers qui sont, comme on dit aujourd'hui, en tension parce qu'ils sont porteurs d'emploi, c'est pour les jeunes. Et ces jeunes qui vont être des collèges, même des classes d'Enghien, c'est-à-dire des classes primaires et des lycées, vont bénéficier gratuitement de masterclass qui vont être des temps de sensibilisation avec des professionnels des effets visuels. Alors les effets visuels pour nos auditeurs, c'est tout ce que vous voyez qui n'existe pas, où on ne travaille pas forcément avec des décors réels, mais on refabrique tout. Hein, on vous réinvente tout. Alors à l'image de Star Wars, à l'image de Jurassic Park, à l'image de Game of Thrones. Si vous voulez, il y a à la fois des paysages naturels, mais on recompose tout. Donc ce sont des métiers où on recrée des paysages, on recrée des personnages, y compris des avatars. Et ce Paris Image Digital Summit va être à la fois Génie Award, c'est-à-dire récompense des plus grands superviseurs des effets spéciaux. On a eu ceux de Star Wars, Jurassic Park, effectivement, de Avatar. Et puis, grand temps également pour le grand public, puisque ça n'est pas seulement un événement professionnel, mais c'est un événement grand public avec des avant-premières qui sont donc au Centre des Arts. Et puis, un élément important, c'est nous allons, pour cette prochaine édition, amener le marché des effets visuels. Alors ça, c'est un temps fort, parce que toutes les sociétés d'effets visuels, vous savez que la France est en 3e position dans le monde, mais peut-être dépasser, c'est en cours, la Grande-Bretagne. Oui, et puis c'est aussi le PIDS, comme vous dites, le Paris Image Digital Summit, c'est aussi un moment de job dating très important. Ça n'existe pas en France, donc je crois que là, c'est important de le souligner pour les jeunes ou les moins jeunes qui veulent travailler dans ce domaine. Alors, autre sujet aussi, c'est le thème des expositions au Centre des Arts. Alors oui, les expositions, nous avons 4 expositions. Alors, nous commençons une première exposition, c'est un grand moment parce que c'est Julio Lepard, qui est un artiste qui est apparu dans les années 1960, qui est un artiste pionnier du cinétisme et en même temps un artiste qui a été comme Rauschenberg, qui avait été présenté d'ailleurs au Centre des Arts dans les années 2002, de mémoire, et comme des chorégraphes comme Mercier Mingan, qui tout de suite ont commencé à travailler avec des scientifiques et travailler avec qui eux déjà décloisonnaient l'art. Et cette influence du cinétisme chez Julio Lepard, qui est d'origine, qui est argentin d'origine, eh bien c'est un monsieur qui est maintenant
assez âgé, mais qui finalement est un précurseur en son temps. Il a eu un grand prix de la Biennale de Venise, il a été au centre Georges Pompidou, il a été au Palais de Tokyo, au musée d'art moderne de la ville de Paris, enfin dans tous les grands musées. Et il y aura une monographie, une exposition à Enghien-les-Bains, qui va être vraiment une exposition qui va parcourir son œuvre sur des pièces qui n'ont pas justement été montrées, et puis d'autres où nous allons avoir une surprise, c'est un temps d'immersion en réalité virtuelle, dans un espace qu'il recompose, parce que lui, il traverse évidemment les époques, tout en poursuivant sa recherche, son travail, son expérimentation. Alors ça, ce sera pour septembre, d'ailleurs. C'est Là, le c'est- 20 septembre qu'on pourra Voilà, découvrir et cet artiste. Ces expositions, elles couvrent 3 mois, hein, en réalité. Et nous avons une exposition qui va être un moment, je ne veux pas toutes les citer, mais il y a une exposition qui est particulièrement intéressante pour nos auditeurs, c'est celle qui concerne la science-fiction. La science-fiction et l'imaginaire. Finalement, c'est la réunion d'une collection qui va être la plus importante au monde, puisque cette collection est celle de tous les films, c'est-à-dire qui vont de Star Wars, qui vont à Indiana Jones, à Dune, à Le Cinquième Élément, Ah oui. à Jurassic Park. Des Eh films bien, cultes. Des collectionneurs, depuis une quarantaine d'années, ont acheté tous les éléments originaux qui font les costumes, qui font, si vous voulez, par exemple, vous avez le Darvador, vous avez le premier modèle qui a été sculpté, qui fait la maquette, vous savez, l'élément princeps, le premier de ces objets. Et vous avez des maquettes de Star Wars à l'époque, on ne savait pas encore fabriquer des effets Spéciaux. en 3D, Oui. en 3D, mais on fabriquait des maquettes qui font à peu près la grandeur du studio où nous sommes. Et ces maquettes vont être présentées au même titre que la voiture que vous voyez dans Le Cinquième Élément, et puis tous les personnages qui vont être recréés. Alors ça, c'est une exposition qui se fait en Enghien, qui est quand même unique. Ça, c'est majeur. Et qui va... Vous nous mettez l'eau à la bouche, alors Oui. c'est quand? Alors, c'est à partir de janvier, et ça va être je dirais un avant-goût qui va converger finalement vers le Paris Image Digital Summit qui va ouvrir en fin de mois de janvier. Est-ce qu'elle elle restera 3 mois, cette exposition également? Oui, je crois que le succès, quelquefois, peut permettre d'aller un peu plus loin. Parce que vous savez, on garde des expositions un petit peu plus, parce que c'est vrai que l'exemple d'exposition qui a été faite de ce type-là avait amené à peu près plus de 80 000 personnes sur la Cité des Sciences, je le rappelle. Il y a maintenant, c'était en 2010, donc c'est maintenant plus lointain, et effectivement cette exposition va être un événement majeur. Alors on a bien envie de profiter de l'été, Dominique Rolland, mais en même temps vous nous mettez l'eau à la bouche, on a envie d'avancer dans le temps pour découvrir tous ces bons moments dont vous venez de nous parler. Alors justement, Jérôme Krajewicz, comment on peut définir la culture à votre avis? D'abord, félicitations parce que je crois que tous autour de cette table, nous sommes impressionnés par la richesse de tout ce que vous proposez et offrez à vos concitoyens. Je commencerai peut-être, avant de vous proposer une définition, c'est le fait que ce qui fait la valeur d'une culture, c'est qu'elle nous rend meilleurs. Elle nous rend meilleurs, et quand on est meilleur, on est plus heureux, et quand on est plus heureux, on a envie de rendre heureux. Ce que je vous propose aussi, vous avez dit profiter, je vous propose aussi de faire les distinctions entre être satisfait et être heureux. On est satisfait quand on répond à ses besoins. On est heureux quand on se réalise, quand on développe le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que les concerts que vous allez organiser donc, pour le festival de jazz vont être des moments où on va peut-être s'épanouir, partager. Et finalement, la culture, c'est un travail de découverte et de partage. Un travail de découverte et de partage. Et pour répondre à votre question, quelle définition nous donner de la culture? Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on m'avait demandé de donner un cours à des jeunes étudiants. Alors, bien sûr, je prends le dictionnaire, je prends quelques livres, et je tombe sur cette affirmation qu'il y aurait à peu près 62 définitions différentes, nuancées sur la culture. Vous connaissez tous aussi. Pardon? Ça me rassure. Moi aussi. Et puis vous connaissez tous cette définition d'Edouard Herriot qui m'avait stupéfait. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors j'ai creusé, et puis finalement, bien sûr que la culture, c'est un ensemble de connaissances, mais ces connaissances ne sont que des matériaux. Ces connaissances nourrissent notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière d'agir.
Et c'est vrai qu'on va entendre, connaître et reconnaître beaucoup de musique au cours du festival, et cette musique va nourrir notre manière de penser, notre manière d'être. Quand on dit manière d'être, il y a manière d'écouter, de partager, manière d'être bienveillant. Hein, c'est tout cela le savoir-être. Hein. Et moi je propose effectivement cette définition, c'est que la culture c'est cet ensemble cette manière d'être, d'agir, de partager, qui nous donne envie d'être heureux, c'est-à-dire de donner le meilleur de soi-même avec les autres. Est-ce que c'est comme ça finalement qu'on peut aussi fidéliser ses clients quand on est dans les métiers du commerce et dans le métier commercial? Alors, vous me connaissez bien. Moi, je pars toujours, pour pouvoir répondre, c'est toujours repartir sur les mots, donner des définitions simples. Et quand on regarde l'étymologie du mot client, on en avait parlé une fois, en pratique, le client en latin veut dire protéger. Protéger. Donc, dans une relation commerciale, on va assurer la protection de celui qui va acheter nos biens, nos services. Donc, il y a une promesse. Hein, dans toute relation commerciale, il y a une promesse à tenir. Et quelquefois, il y a même un don à assurer, c'est-à-dire offrir au client quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, quand on respecte ses promesses, quelquefois, quand on donne des choses qui ne sont pas prévues, eh bien, on humanise, on enrichit le lien social, on a envie de partager, on a envie de construire, on a envie d'être meilleur. Et c'est formidable, le commerce. Hein. Aimer le commerce, c'est aimer la vie. Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait autant de salariés qui s'ennuient, finalement, dans leur métier? Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir de ces métiers, justement, où on s'ennuie? Alors, et si l'intelligence artificielle était une chance pour notre humanisation? C'est vrai que l'intelligence artificielle, entre guillemets, très rapidement, pense très très vite à notre place pour des fonctions rationnelles. Alors que pour l'instant, l'intelligence artificielle ne répond à des besoins, mais ne sait pas rendre heureux, ne sait pas encore innover, au sens créatif du mot. Alors là, je me tourne vers Mathieu sur le thème de l'innovation, je me tourne aussi vers Laurent sur le thème de la mise en commun des richesses d'une ville. L'intelligence artificielle a une utilité fonctionnelle. Ça fait gagner du temps, comme une calculette, ça fait gagner du temps. En conséquence, si je veux rentrer dans le monde de l'emploi, il va falloir que j'apprenne. Et là, je rejoins M. Sueur, il va peut-être que je redécouvre ce que ça veut dire savoir-être. Savoir-être, c'est-à-dire savoir-être plus à l'écoute, savoir-être plus prévenant, plus bienveillant à l'égard de mon entourage, de ma hiérarchie, de mes clients, de mes protégés, de mes collègues. Et quand on est bienveillant, on va découvrir des choses, on va avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues tout seul. C'est là où 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 5, 6, 7, 8, 10. Mais là, Mathieu a beaucoup de choses à nous raconter. Mais l'avenir appartient à ceux qui veulent être heureux et rendre heureux, c'est-à-dire qui veulent se réaliser. Oui, c'est vrai, au XXe siècle, avec le Fordisme, avec toutes les organisations industrielles, peut-être qu'on n'a pas demandé suffisamment à nos grands-parents, arrière-grands-parents d'innover, c'est un constat. Et résultat des courses, peut-être encore trop de personnes s'ennuient dans leur métier parce qu'on ne les a pas sollicités, on ne les a pas encouragés à être heureux, c'est-à-dire avoir envie de se réaliser. Et être heureux, c'est un travail. C'est un travail de partage, en partage. Je m'arrête là. Alors Jérôme Krajewicz, vous avez publié beaucoup de livres. Lequel de vos livres peut-on conseiller pour quelqu'un qui veut justement s'améliorer au travail? Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle, mon Dieu, alors c'était à la destination des commerciaux, c'était notre désirabilité. Et nous, les commerciaux, c'est vrai que nous, êtres humains, nous sommes des êtres et de besoin et de désir. C'est que le besoin est limité. Le désir, lui, n'a pas de fin. Quand on aime une musique, on peut la réécouter en boucle. On a besoin d'écouter de la musique, c'est le désir. Oui, mais enfin, au bout d'un moment, on s'arrête quand même si on l'écoute 1000 fois, et puis on change quand même à un moment donné. Parce que justement, on s'ennuie à force d'écouter la même chose. Alors vous avez tout dit, on change, c'est de la liberté. Ah, vous me permettez, je craque sur le mot liberté. Parce que pendant des années, je croyais que liberté, c'était faire ce que l'on aime, faire ce que l'on veut. Le problème, c'est que dans toute chose, dans toute relation humaine, il y a des limites. Et la liberté ne doit pas être confondue avec la licence. C'est-à-dire qu'on peut avoir une conception de la culture qui est ne fait que consommer. Je consomme, et à la fin, je vis les choses comme un dû. Je vais à un concert, derrière, il y a de l'argent, derrière, il y a du travail, derrière, il y a des prises de risques. Je suis un adulte ou un jeune,
Je vais au concert, je suis libre. Oui, je suis libre. Mais quelque part, je peux l'écouter de manière purement consumériste et ce n'est pas de la liberté, ça. Alors, je vous propose cette définition, je vais faire très court. Un jour, on m'a appris celle-ci. La liberté, c'est pouvoir mettre de son intelligence, de son amour, de sa volonté dans sa réalité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de libre. Il met de son intelligence, de son amour, de sa volonté dans sa réalité. Et la culture est un acte de liberté. Mettre son amour, de son intelligence, de sa volonté dans la réalité sociale pour espérer partager et surtout peut-être contribuer au mieux-être de ses concitoyens. C'est ça qui est passionnant. C'est un acte de liberté. Ce n'est pas un acte consumériste de la culture. Justement, on va demander à Mathieu Hamel s'il a fait un acte de liberté lorsqu'il a cofondé Innovation is Everywhere. Comment c'est venu cette idée ? C'est venu de voyage. J'ai commencé par voyager en Asie, avoir un certain nombre d'innovations, de grands groupes qui sont majeurs dans la vie asiatique et dans le e-commerce notamment. Et donc ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de creuser, ça m'a donné envie de mieux comprendre comment ces entreprises s'organisent et comment elles deviennent leaders sur leur marché, comment elles deviennent compétitives et comment elles remettent également en cause nos modèles. Et alors justement, donc vous avez en 7 ans réussi à installer une agence de conseil en innovation et en transformation digitale dans 3 villes dans le monde, mais par un système, j'allais dire une idée quand même très originale, par le voyage. Expliquez-nous ce que vous apprenez aux dirigeants et comment vous faites. Oui, alors le voyage, c'est l'idée que nous on accompagne des dirigeants dans leur réflexion sur leur stratégie. Et la meilleure façon pour évaluer comment se comportent ces acteurs à l'autre bout du monde qui deviennent majeurs, c'est d'aller les rencontrer, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller voir, quand on parle d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, d'aller expérimenter, comprendre ce que c'est réellement ces technologies qui se déploient. Et donc on organise des voyages apprenants pour dirigeants, pour des équipes de direction de grands groupes ou de TI, qu'on emmène par exemple en Chine pour aller sur le terrain, voir des boutiques comme Rema, la branche physique d'Alibaba, pour rencontrer des acteurs comme Alibaba, comme Tencent, pour voir comment les Chinois vivent à travers leur mobile, ce qui est très particulier, bien plus que nous. Oui, qui sont beaucoup plus connectés que nous. Beaucoup plus connectés, voilà. Voilà. Donc on parlait de culture à l'instant. En fait, ces projets visent à enrichir la culture de nos grands groupes. C'est finalement une transformation culturelle. On parle d'innovation, mais en réalité, c'est de la transformation. C'est leur donner des clés de compréhension du monde et aller chercher ce qui se réinvente ailleurs. Parce qu'en réalité, en Chine, par exemple, il y a de nouveaux modèles de management. On a beaucoup à apprendre du management à la chinoise. Tout n'est pas bon, bien évidemment. Alors, quelles sont les règles que l'on peut retenir au niveau du management chinois ? C'est un rapport plus direct aux personnes qui sont impliquées. C'est une responsabilité plus forte des équipes, mais aussi une mise en concurrence plus importante. Ça peut paraître choquant parfois. Une mise en concurrence en interne dans une même société, vous voulez dire ? Oui, une concurrence interne dans les grands groupes qui est très forte. C'est dans certains grands groupes le coup de fil du patron quand vous arrivez. Vous êtes chef de produit, eh bien vous avez le coup de fil du big boss qui va prendre le temps de vous appeler et vous souhaiter la bienvenue et bonne chance pour votre mission. Voilà, c'est des petites choses parfois qui symbolisent le management à la chinoise, mais qui aujourd'hui montrent qu'il y a une culture chinoise qui se crée et qu'on a à apprendre aussi d'eux. C'est très intéressant, Philippe Sueur. Moi, je ne résiste pas, c'est vrai, à intervenir comme je l'ai fait pour les propos qu'ont tenus sur la culture, et je partage vraiment totalement ce que vous avez dit tout à l'heure. Juste en ajoutant que la ville d'Enghien-les-Bains et Dominique auraient pu intervenir, et depuis maintenant 6 ans, ville labellisée UNESCO dans la catégorie des villes créatives. Et créatives, c'est par la culture, et notamment que nous soutenons, et nous avons un rôle extrêmement important dans le réseau français, mais aussi dans le réseau européen en termes de media art, donc art numérique. Mais l'UNESCO a mis en place un agenda 2030 où la culture est moteur, culture inclusive. Culture inclusive. Mais je reviens surtout à ce que vous venez de dire. Oui, il faut voyager. Voilà. Il faut voyager et sortir de notre chapelle française où on croit avoir tout inventé
à être les meilleurs. Eh bien, quand on voyage, franchement, on prend un grand coup de modestie, un grand coup d'humilité. On enregistre des innovations, des méthodes. Alors, il est vrai que quand on voyage, on n'a pas le background différent, identique. On a des backgrounds avec des cultures, des éducations, des modèles éducatifs qui sont différents. Alors j'ai un souhait, parce que j'ai la chance, depuis maintenant 5 ans, d'avoir au titre de mon département cette responsabilité avec l'agence de développement qui est le CEVO, donc de l'attractivité territoriale et économique, et nous voyageons beaucoup. En emmenant d'ailleurs des chefs d'entreprise, on fait un petit peu comme vous, des missions mais modestes, des délégations ne dépassent pas 14-15 personnes pour rester bien organisées, et ça fonctionne remarquablement bien. Alors, mon désespoir, c'est de voir que les hauts fonctionnaires français ne voyagent pas assez. Les politiques voyagent, il y a des missions économiques, politiques, intéressantes, institutionnelles, où nos responsables politiques, les parlementaires en particulier, tous les groupes d'amitié ou relationnels, informent, mais le haut fonctionnaire, non. S'il allait un petit peu plus ailleurs, s'il allait un peu plus en Asie, en Asie du Sud-Est, en Chine, certes, mais c'est un modèle tellement à part, la Chine. Je crois qu'on est là sur un modèle qui est compliqué pour nous. D'ailleurs, il y a un élément, vous avez donné un nouveau modèle de management, mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est sanctions. Parce que le responsable chinois, quel que soit son degré, s'il commet une erreur, l'erreur peut devenir une faute, et la faute, c'est la sanction. Et c'est le déplacement immédiat. Immédiat. Voilà. Mais nous pourrions nous enrichir à parcourir le monde, et parfois pas très loin, en Europe. Pas forcément dans l'Union, mais dans les Balkans, quand on voit ces pays qui ont été meurtris par la guerre, et comment ils sont en train de se reconstruire. Mathieu Hamel. Oui, alors en fait, il y a un sujet qui revient dans nos projets et qui me tient à cœur par ailleurs, c'est la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conscience de ce qu'est la souveraineté, aujourd'hui, pas la souveraineté future, est très faible. Elle est très faible chez les dirigeants, elle est très faible chez les décideurs politiques. Pourtant, on en parle beaucoup. On en parle énormément, mais tous les jours, on a des décisions qui sortent dans les médias et qui contredisent cette soi-disant prise de conscience. L'une des dernières décisions qui est assez relativement inaperçue, il y a 5 jours, Renault-Nissan annonce un partenariat avec Waymo, qui est la voiture autonome de Google. Ça symbolise beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que potentiellement, on a un acteur industriel majeur français qui va être vassalisé par un acteur bien plus gros étranger et qui va confier son cerveau à une puissance étrangère. On va s'occuper du corps et la tête sera sous-traitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Est-ce qu'on file les clés du bateau de cette façon? Voilà. Donc ça, c'est des sujets qu'on retrouve tout le temps. Ça émerge dans des équipes de direction. C'est pas toujours simple à résoudre. Faut aussi se dire que c'est pas des questions simples et qu'un changement de stratégie de cette nature, c'est aussi le résultat parfois d'un manque de financement, d'un manque de gouvernance. Donc c'est pas binaire. Mais néanmoins, c'est des sujets qui vont être structurants à long terme pour le pays. Et peu de décideurs politiques s'en emparent, même si dans les faits, effectivement, c'est des sujets qui émergent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? Qu'est-ce que le politique peut faire pour contrecarrer ces projets? Le politique peut impulser un certain nombre de choses. Il y a une prise de conscience qui doit se faire au niveau de l'Europe, parce qu'effectivement, on n'a pas la main, surtout au niveau français. Je pense que un des laboratoires qui est le plus en pointe sur ces sujets, c'est effectivement les consortiums qui travaillent sur des sujets de défense. Et là, on voit qu'en Europe émerge une volonté d'une défense commune. Et moi, j'espère que cette volonté et cette structure de défense commune va diffuser un certain nombre d'idées dans l'industrie et s'aimer d'une certaine façon pour développer d'autres partenariats européens cette fois. Alors, quels sont les pays les plus demandés au niveau du voyage par les... Philippe Sueur, vous voulez réagir avant? Monsieur vient de dire est absolument central. C'est tellement central qu'on n'en parle pas. C'est terrible. La terrible question est celle de la souveraineté
de nos data centers et donc de cloud. Si on n'a pas de cloud souverain, nous serons à la merci de ceux qui ont la maîtrise donc de l'information et du stockage de l'information. Donc, à savoir, bien entendu, les États-Unis. Il nous faut 100 milliards de dollars pour rattraper le retard, à aujourd'hui. Mais quand on parle, oui, mais quand on parle avec des entreprises françaises qui font du cloud avec des Américains, puisque Amazon et Microsoft ont des centres à Paris, ils nous disent que malheureusement les concurrents français sont 3 fois plus chers. Il nous faut 100 milliards de dollars pour investir dans un cloud souverain et rivaliser avec des solutions américaines. Le problème, juste pour finir, les solutions américaines aujourd'hui, elles sont sous le coup du droit extraterritorial américain. C'est le Cloud Computing Act qui dit que l'État américain peut récupérer n'importe quelle donnée dès lors que c'est hébergé par une entreprise américaine, y compris une entreprise américaine qui a des serveurs sur des territoires autres que le territoire américain. Ça pose quand même des questions de fond qu'on ne résout pas aujourd'hui. Oui, parce que le mot qui vient d'être prononcé est extrêmement important, extraterritorialité. Donc, elle est extraterritorialité sur le cybernétique, elle est extraterritorialité sur la fiscalité, puisque un Français qui n'a pas vécu aux États-Unis, mais qui est né aux États-Unis, a une responsabilité fiscale à l'égard du territoire américain. Et le troisième point, c'est la dépendance des économies occidentales, non américaines, du dollar. Quand vous voyez la sanction BNP, quelques 9 milliards de dollars, qu'ils ont payé, pour tout simplement une stratégie économique qui ne correspondait pas à la vision politique américaine. Mais est-ce que là, justement, Philippe Sueur, ça n'est pas votre rôle? Par exemple, on a un nouveau préfet qui arrive. Est-ce que ce n'est pas votre rôle de prévenir et est-ce que dans ce domaine, non, mais est-ce que sur ce thème, est-ce que vous pouvez, par l'intermédiaire du préfet, appuyer et investir sur ce sujet? Le préfet est un rouage de déconcentration. Bon, certes, il peut le dire. Là où il faut travailler, on est au sommet des responsabilités de l'État. Et il est vrai que, et monsieur y a fait allusion, c'est très important, dans les états-majors, dans les instituts de défense, ce sont des questions qui sont effectivement abordées. Nous avons, créé, et c'est en train de se développer fortement, Sécurité Système Valley, c'est un cluster d'utilisateurs et non pas de fournisseurs. À sa tête, c'est le secrétaire général de la SNCF, un CADP, dans les grands utilisateurs. Nous travaillons avec évidemment l'État et c'est l'une des questions. Les gens d'EDF, à notre dernier conseil d'administration, ont posé cette question. Voilà. C'est stratégique, vital. Donc c'est carrément au niveau du ministre de l'économie, de lui. Voilà. Jusque-là, je pense que c'est dans la responsabilité même du président de la République. Mais c'est aussi un Mathieu Hamel. Culturel. Parce que dans le fond, oui, c'est la responsabilité du politique, oui, c'est la responsabilité du président de la République, mais c'est pas à lui de tout gérer non plus. Donc c'est vraiment culturellement qu'il faut prendre ces sujets et se structurer de façon à protéger et définir une ligne rouge qui soit plus claire sur nos intérêts. Mais alors quand vous dites, Mathieu Hamel, que les entreprises finalement françaises n'en ont pas si conscience que ça, vous travaillez au niveau des ETI et de grands groupes, est-ce que là, il n'y a pas une conscience qui commence à émerger? Alors, les voyages que nous organisons, donc les learning expéditions que nous organisons, visent aussi à leur permettre de prendre conscience de ces sujets. Moi, j'ai souvent des dirigeants qui viennent en Chine, qui sont très impressionnés, qui se remettent beaucoup en question. C'est aussi l'occasion de faire émerger dans leurs équipes une conscience commune de ces sujets. Pour moi, c'est clé. Et puis c'est aussi leur permettre d'accéder à des experts, d'accéder à une communauté, à un écosystème localement qui va les accompagner ensuite. Donc c'est vraiment un investissement long terme. Alors vous nous parlez, Mathieu Hamel, de vos voyages pour former les dirigeants français d'ETI, d'entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, au niveau de la structure, plutôt vers l'Asie. Est-ce que c'est l'Asie pour vous qui est en ce moment leader au niveau des pratiques de management ou des pratiques en général ? Alors l'Asie prend le leadership sur certaines technologies. Il y a une ville en Chine qui est particulièrement active, c'est Shenzhen, qui était la capitale du hardware, qui était un village de pêcheurs de 300 000 habitants il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants. Cette ville prend le lead sur l'intelligence artificielle également. Elle fait partie du plan chinois 2030 sur l'intelligence artificielle avec des investissements qui sont colossaux.
Donc évidemment, l'Asie présente un marché important, mais c'est un marché qui est en train de changer aussi. Aujourd'hui, on sent un basculement aussi en termes de marché sur la demande chinoise. Mais effectivement, l'Europe est en pointe sur d'autres sujets. Il y a des villes qui émergent au niveau start-up et qui sont très fortes. Aujourd'hui, le Uber européen, il n'est pas en France, il est en Estonie. Ça s'appelle Bolt. C'est 10 millions d'utilisateurs. Le leader en plateforme e-commerce type Amazon, c'est Zalando et c'est à Berlin. Donc oui, il y a des villes qui sont extrêmement innovantes, extrêmement dynamiques. Berlin en fait partie. Les levées de fonds sont aussi très importantes. Londres aussi est très dynamique. La France n'est pas en reste. Voilà, on n'a pas de parti pris sur les destinations. Ce que l'on recherche, c'est par rapport à une problématique posée, par rapport à une réflexion stratégique, comment créer l'expérience la plus nourrissante possible et la plus transformante sur le plan culturel. Alors justement, Mathieu Hamel, si on veut vous contacter et organiser des voyages de ce type, comment on fait? Alors, on va sur le site innovationiseverywhere.com ou learningexpeditionasia.com. Jérôme Krajewski, ça vous donne matière à réfléchir? Oui, merci. Sur la notion de culture, je reviens donc de la culture, une manière d'être, de penser, une manière d'agir. Je pense aussi au rapport à l'avenir. Et peut-être aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes en situation, j'oserais dire presque de faiblesse. Je reviens sur le rapport à l'avenir. Quand on pense que des pays comme la France tentent d'avoir des projets, des stratégies à 10, 30 ans, et la Chine a un projet stratégique de développement à 1 siècle. Ce qui explique pourquoi le président a été élu à vie. Il aura 40 ans devant lui, ensuite son successeur va développer une stratégie à 1 siècle. Il est là l'enjeu, c'est de savoir est-ce que nous sommes capables d'avoir cette vision, cette culture à très long terme. À très long terme. Et si nous n'avons pas cette culture à très long terme, d'autres l'auront pour nous. Vous savez, c'est la nuance entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est le temps qui va arriver. L'avenir, c'est du temps construit par nos projections, notre détermination. Et donc là, l'enjeu est là. Alors Laurent Denève, justement, vous voulez nous proposer de voir l'avenir avec CityLike. Qu'est-ce que vous nous proposez? Exactement. Avec CityLike, en fin de compte, on va vous proposer de voir l'avenir pour nous efforçons de redynamiser les commerces de centre-ville, la ville en général, via une application. En fin de compte, tous les commerçants de centre-ville, de proximité, peuvent aller s'inscrire. Ils ont une plateforme commune, un site où ils font eux-mêmes leurs vitrines et chaque semaine ils peuvent communiquer donc les offres du jour, les informations, les actualités de leur boutique. Et du coup, le consommateur, l'utilisateur retrouve ceci sur une application où il va avoir toutes ces informations. Il a également la ville qui est présente parce qu'il y a un tremplin pour rebondir sur le site général de la ville ou sur une page qui va informer tout ce qui est sur le tourisme ou des choses comme ceci. Et voilà. Et la grande force de notre application, c'est qu'en fin de compte, l'application sert pour toutes les villes de France. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans une ville, on est géocalisé, on nous dit bienvenue à Anguin-les-Biens, bienvenue à Cergy-Pontoise. Et du coup, ça nous permet d'avoir une seule application pour l'ensemble du territoire. Voilà. C'est une manière de lutter contre la désertification, j'imagine. Mais comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? C'est un abonnement? Chaque commerçant doit vous contacter ou est-ce que c'est plutôt l'union des commerçants qui doit gérer? Comment vous envisagez votre modèle économique? Vous avez entièrement raison. Au début, on a été voir un peu les commerçants, parce que je suis fils d'artisan et commerçant moi-même sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, donc je les connais bien. Et en fin de compte, le commerçant, dans une ville, il est seul. Il se sent vraiment seul tout au long de l'année. Donc du coup, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il n'y a rien de tel que du coup, notre modèle économique est d'aller voir, en fin de compte, on fait les propositions directement aux mairies ou directement aux communautés d'agglomération, voire carrément sur le territoire, pour que justement, il y ait un effet de masse très important au niveau de tous les commerces qui seront donc informés par le territoire, d'aller sur CityLike et de faire des offres du jour. Donc du coup, sur le territoire, par exemple, de la Doise, on a rencontré le CEVO, donc on connaît le nombre de villes dans le département et de voir l'impact que ça pourra. Il y a plus, donc, si j'ai bien compté, à peu près 1 million de personnes sur Monsieur le maire, je ne me trompe pas, 1 million de Au niveau du département du Valais, oui, on est même un peu plus. Un peu plus.
Donc voilà, 1 million et à peu près 8000 commerçants. C'est-à-dire qu'on on est très fiers avec CityLac, on a ouvert déjà des villes et nous obtenons à chaque fois 60% des commerçants dans la ville qui viennent s'inscrire et qui font leur vitrine en ligne sur CityLac. Donc ça fait forcément une grosse force de frappe pour les commerçants qui font un petit peu contreparer le e-commerce et les centres commerciaux et se mettre en avant pour faire vivre un centre-ville. Bien sûr, et ça veut dire que donc, pour eux, c'est un abonnement mensuel, c'est un abonnement annuel? On vend cette solution, en fin de compte, à la communauté. D'accord, donc c'est la Mairie communauté... ou les agglos tout à fait. Alors combien ça coûte pour une mairie ou pour une communauté d'agglomération? En gros, c'est difficile, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, c'est très peu cher, c'est très peu cher. Ça revient vraiment, on va parler de quelques 1 ou 2 francs par mois et par commerce. Donc ce n'est pas grand-chose pour revitaliser ce centre-ville. Voilà. D'accord, et pour nous, le particulier, comment ça se passe alors? Vous téléchargez gratuitement l'application sur Apple Store ou autre, et vous avez toutes les informations. Donc l'application est ouverte. Lorsque vous êtes dans la ville d'Enghien, vous avez tous les commerces d'Enghien et toutes les offres d'Enghien qui sont là. Si vous voyagez, vous allez dans une autre ville, vous allez avoir une information, une notification qui va vous dire « Bienvenue dans telle ville » et vous aurez toutes les informations à chaque fois du centre-ville. On peut aller taper dans une autre ville pour voir ce qu'il en est. Et vous avez également tous les commerçants que vous mettez en favoris, parce qu'on a toujours des favoris. Là, on reçoit également des notifications. Ce qui nous permet, on est au travail à Paris, on a un restaurant qu'on aime bien ou un commerce dans Enghien-les-Bains qui va bien, on a l'information comme quoi il est en train de faire une offre du jour. Ou alors, par exemple, on veut réserver un restaurant, on pourra passer par CityLac pour le faire. Vous avez l'adresse, vous avez les coordonnées, vous avez les heures d'ouverture, vous êtes géocalisé, vous y allez, etc. C'est un format très simple. Et ce qui a fait le succès dans les villes qu'on a ouvertes, je vous dis, c'est la simplicité du site. Parce qu'en effet, tous les commerçants sont dans une transition numérique aujourd'hui. Ils arrivent gentiment dedans. Ils ne sont pas tous prêts, mais d'obtenir 60%, c'est énorme. Est-ce que le commerçant peut, lui, de ce fait, avoir des commandes en direct aussi? Il peut pas. Alors, on a mis l'outil en place pour l'avoir, mais les commerçants aujourd'hui préfèrent faire une offre et que le client vienne directement dans sa boutique, quitte à faire une vente additionnelle, pour ne pas avoir simplement le paquet à donner qui a été réservé, et du coup de partir directement, voilà, de pas faire de vente additionnelle. C'est un outil qui va évoluer. L'application elle est là pour être changée par rapport aux besoins, aux attentes des consommateurs. Oui, il faut être agile, bien sûr. Voilà. Et du coup, si à un moment il y a plus de demandes, on le mettra en place, mais pour l'instant, ce n'est pas les souhaits des commerçants. Merci beaucoup, Laurent Denef. Alors, si on est intéressé par cette solution spéciale commerçant, on va dire, comment on fait pour vous joindre? Alors, on peut aller pareil sur www.citylac.fr, on a toutes nos coordonnées dessus. Et l'idée, nous, c'est voilà, le fait de passer, je vous en remercie, à la radio, c'est d'essayer d'interpeller un petit peu tous les élus du Val d'Oise pour lancer ça sur d'autres premiers territoires à grande échelle, et nous en sommes très fiers. Oui, le territoire du Val d'Oise pourrait être un territoire agile, effectivement, et on pourrait penser que les communautés d'agglomération, parce que finalement elles peuvent refacturer aux commerçants 1 ou 2 euros, c'est rien, ça peut être finalement, pour un commerçant. Et la Chambre de commerce aussi, et là nous sommes partenaires de la boutique connectée, donc, qui a lancé, vous pouvez en être fiers, dans le 95, ça vient de la Chambre de commerce du 95, qui fait tout le tour de France, c'est une boutique connectée qui permet d'aller justement informer tous les commerçants, elle se place en centre-ville, pour informer de toute la transition numérique via des solutions et des applications. Merci Laurent Denef. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale dans le jazz toujours, et puis on revient dans quelques secondes. C'est parti. C'est qui C'est IBI? Ouais. D'accord. Comme il faut le mettre un peu, ça. Ah oui, il faut les mettre, c'est bien. Vous faites pour les professions libérales. Qui est IBI. C'est vendredi? Oui, vendredi prochain. Vendredi soir. Qui veut réinteragir derrière Laurent? Moi, je vais faire une petite. D'accord, et ensuite tu nous fais, on te passe la parole pour la conclusion. On vous passe la parole pour la conclusion. Merci beaucoup. Ça me fait penser à quelque chose. Si c'était du bon. À vrai dire, Une comparaison andalousienne. D'accord. vous voulez interagir, non? Digitalisation des rôles. Shenzhen, le sujet, c'est un français. Shenzhen, c'est bien. Et lucratif sur le design. Sur les villes.
Il va nous rester 4 minutes d'antenne. Non, c'est 24, 25. De toute façon, le décompte à 4 va s'afficher là. C'est sympa ça. C'est des jeunes artistes. Hein. C'est 2 jumelles. Non, 2 sœurs. On y va? On y retourne, Philippe, parce qu'il est déjà 20. Voilà un extrait de 2 artistes que vous pourrez entendre la semaine prochaine au Festival de Jazz à Enghien-les-Bains. C'est le groupe IBI, c'est 2 sœurs, avec leur titre, là c'était The Void. Vous allez voir, ça va être super sympa. Réservez vos places parce que je pense qu'il en reste plus beaucoup peut-être. Alors Mathieu Hamel, ça vous interpelle sur l'innovation et la digitalisation? Je pense la proposition de Laurent Denef avec CityLike. Oui, j'aime beaucoup le concept, notamment parce qu'aujourd'hui, les petits commerçants doivent faire face à de grosses plateformes digitales comme Amazon et que ça participe à leur donner les clés, les moyens de se défendre et de développer leur commerce. On peut trouver des analogies en Asie, hein, notamment en Indonésie, une plateforme qui s'appelle GoToMall qui vise à digitaliser les malls. Alors, en Indonésie, c'est les malls. Les malls, c'est les centres commerciaux en français. Les centres commerciaux qui ont comme problématique de faire venir des clients. Les gens se déplacent en voiture. Voilà. C'est un peu compliqué d'organiser le trafic dans ces malls et de faire venir les personnes. Et donc, une application s'est développée, qui s'appelle GoToMall, qui met en ligne un certain nombre de discounts, d'offres à disposition des clients et qui permet d'attirer les clients dans ces différentes boutiques. Voilà. Merci Mathieu Hamel. Philippe Sueur, alors, toutes ces avancées technologiques, ça vous interpelle, ça vous fait plaisir? Toujours, et ça rassure. Ça ne doit pas inquiéter, ça rassure. L'homme a une grande capacité, c'est de savoir s'adapter. Et le développement durable, c'est justement cette capacité à s'adapter et à pouvoir revenir en arrière, ce fameux mot de résilience. Moi, je suis ravi d'avoir participé, et j'espère que nos auditeurs aussi, à cette table autour le bar. Hein. Nous sommes ici, c'est presque le zinc. Hein, et tout. Bravo, madame la rédactrice en chef de l'émission, la fondatrice de l'émission. Je vois qu'il y a une vraie unité à travers le mot culture. Mais un mot polymorphe, hein, vous nous l'avez insuffisamment dit tout à l'heure, tant de définitions. Et il est vrai que quand on présente la saison artistique d'Enghien-les-Bains et du Centre des Arts, on est dans la culture artistique. Nous sommes là dans l'expression, la création, le divertissement, l'enrichissement par la culture, qui peut être aussi politiquement, sociétalement inclusive. Mais on voit aussi que un pays comme la France et comme d'autres ont ce qu'on appelle des cultures économiques, hein, culture industrielle. Hein, et l'intervention de Mathieu Hamel sur cette capacité à aller découvrir d'autres cultures industrielles et économiques, c'est un enrichissement, c'est en quelque sorte dans la comparaison et l'adaptation que l'on se retrouve. Pour le commerce, nous sommes pareils, une nouvelle culture commerciale, avec le sentiment de la relativité des choses. Il y a 30 ans, c'était les hyper. On crée ces galeries commerciales avec des odeurs artificielles, des parfums artificiels. La viennoiserie n'était pas produite, c'était on sait très bien que ce sont quelques molécules artificielles. Et aujourd'hui, on se ressent. Parce que la société qui s'est mondialisée, qui s'est éclatée, qui est dans une nouvelle culture relationnelle, a besoin aussi de retrouver son foyer, et souvent donc le centre-ville, ses commerces traditionnels. C'est un enrichissement, vous, facilité par la connectivité. Hein, et au fond, la Smart City n'est pas que numérique, elle peut être aussi intelligente et humaniste. Je crois que chacun de vous y participe, et vraiment, ça me rassure beaucoup.
Merci en tout cas à tous pour ces belles interventions aujourd'hui et pour cette belle dernière émission avant l'été. Pour ma part, je vous souhaite un très bel été à tous. On sera ravis de vous retrouver bien sûr dès le 2 septembre. En tout cas, profitez bien du soleil, profitez bien de tout ce que la ville d'Enghien vous offre à partir de la semaine prochaine. Et on va se quitter avec un extrait de Charlie Winston qui vient se présenter et vient faire un show à Enghien-les-Bains et avec son titre In Your Hands. Bonne journée à tous. Charlie Winston, c'est dimanche 7 au soir et le concert sera suivi d'un feu d'artifice. Et bien voilà, c'est la nouvelle du jour. C'est un second feu d'artifice à Enghien en 15 jours. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous en tout cas. Merci à vous. Merci d'être là. Alors, nous, on reçoit les gens de Shenzhen. Ah oui Ils viennent ici, ils aiment bien venir. Ils aiment bien venir.